Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GP Review. Suite à ma vidéo sur le bilan de la saison 2025 de Formule 1, je pensais attaquer tout de suite par une autre grosse vidéo. Mais entre temps, j'ai réfléchi à quelque chose. Tout comme je l'avais fait avec mon autre chaîne Dodo Review, je me suis dit que les gens qui tomberont sur mes vidéos de Formule 1, ils seront pas forcément familiers avec le sport. Donc si vous vous sentez visé, sachez que cette vidéo vous est spécialement dédiée et je vais vous apprendre toutes les bases à connaître sur la Formule 1. Bon, et si vous êtes déjà un expert, ne partez pas, il y aura des trucs cool à voir. Quoi qu'il en soit, on est parti. Depuis des décennies et des décennies, il existe différentes catégories de sport mécanique. On a les différents championnats de rallye où les pilotes délivrent tout leur talent sur terre, bitume ou neige, l'endurance où il ne s'agit pas uniquement de se battre contre le chrono ou d'être le plus rapide pendant 1h30. C'est un travail mental, technique et physique constant qui peut durer 24 heures et où la fiabilité compte plus que partout ailleurs. Aux États-Unis, on a la NASCAR qui est très populaire. Oui, c'est la catégorie de Flash McQueen, de même que l'IndyCar. Globalement, ça tourne en rond, mais c'est bien plus compliqué que vous ne pouvez l'imaginer. On en reparlera un jour. Mais malgré la beauté et la diversité de ces catégories, aucune n'a autant d'impact que la Formule 1, qu'on qualifie de catégorie reine du sport automobile, de par son impact et sa notoriété à travers le monde. Le premier championnat de F1 a officiellement vu le jour en 1950. Il est organisé par la FIA, qui n'est autre que la Fédération internationale de l'automobile, que certains ont d'ailleurs appelé Ferrari International Assistance par le passé. Mais ça, c'est une autre histoire. Une saison de F1 se déroule aujourd'hui sur une vingtaine de courses, qu'on appelle Grand Prix et qui sont réparties dans le monde entier. Elle se déroule du mois de mars à la fin novembre, voire début décembre, et à la fin de celle-ci, on sacre un pilote champion du monde ainsi qu'une écurie championne des constructeurs. Dans les deux cas, il faut marquer le plus de points possible pour être titré. Mais le pilote sacré ne roule pas forcément dans l'écurie championne. Par exemple, si Max Verstappen est bien le champion du monde de la saison 2021, au volant d'une Red Bull, c'est l'écurie Mercedes qui a marqué le plus de points au global lorsque l'on additionne le total de ces deux pilotes. Et même si le titre pilote est de loin le plus populaire aux yeux des spectateurs, c'est bien le championnat des équipes qui est le plus important pour une écurie. Car plus le team est bien placé au classement, plus il gagnera de l'argent et inversement. Mais passons maintenant à l'organisation d'un Grand Prix. Celui-ci se déroule sur 3 jours. On commence le roulage le vendredi pour ce que l'on appelle les essais libres. Sur le papier, c'est le seul moment sans aucun enjeu du week-end, hors format sprint qu'on a de temps en temps depuis 2021. Ça inclut une qualif et une petite course en plus quelques fois dans l'année pour plus de spectacles, mais ce n'est pas encore la norme. Bref, le vendredi, on prend ses marques sur le circuit et on s'entraîne pour les 2 jours à venir. Mais en fait, c'est un moment primordial parce que c'est là que les équipes et leurs pilotes préparent leurs réglages pour avoir la voiture la plus parfaite possible en vue de la course à venir. Et une mauvaise prise de décision ce jour-là peut conditionner tout le reste du week-end. Le samedi, on entame la journée par une 3e et dernière séance d'essai du matin, avant de passer aux qualifications. Celle-ci se déroule en 3 phases et le but ici, c'est de signer le meilleur temps au tour possible pour être le mieux placé sur la grille, pour la course du lendemain. En cas d'égalité sur un tour chrono, c'est celui qui l'a réalisé avant son adversaire qui partira devant. C'est par exemple arrivé au Grand Prix de Jerez en 1997, lorsque Jacques Villeneuve, Michael Schumacher et Frenzen ont tous les 3 signé un tour en 1 minute 21 secondes et 72 millièmes. Et ils ont donc été placés sur la grille dans l'ordre que je viens de vous citer. On finit donc avec la course le dimanche. Celle-ci dure environ 1h30 et le nombre de tours varie en fonction de la longueur du circuit. Durant la course, les pilotes ont plusieurs pneus à disposition. Des pneus tendres qui vont plus vite mais qui s'usent rapidement, des médiums un peu plus lents mais plus résistants, et les pneus durs, le plus lent composé des 3 mais encore plus solides. Il faut faire au minimum un arrêt obligatoire durant la course pour pouvoir chausser 2 composés différents. Et avant on rajoutait de l'essence, mais comme ça se terminait en barbecue parfois, on a arrêté ça à partir de 2010. On a aussi des pneus spéciaux en cas de pluie, et voici ce qui arrive si on ne les chausse pas lorsque les conditions se dégradent. En tout cas à la fin de la course, les 10 premiers pilotes marquent des points. Le premier en score 25, le deuxième 18, et le barème descend ainsi jusqu'à un petit point pour le 10e. Cependant, chacun de ces points peut compter en fin de saison. Ce n'est pas forcément le plus rapide ou celui qui gagne le plus de courses qui devient champion, mais celui qui aura été le plus régulier et intelligent. Le Finlandais Keke Rosberg a par exemple été couronné en 1982 en ne gagnant qu'une course sur les 16 que comptait ce championnat. Sachez qu'au moment où je vous parle, plus de 780 pilotes ont couru lors des 76 saisons déjà disputées et seuls 35 d'entre eux ont gagné au moins un titre mondial. Le premier étant Giuseppe Farina en 1950 sur son Alfa Romeo, et Lando Norris est le dernier en date
date au volant de sa McLaren Mercedes. N'empêche, c'est bien beau tout ça, mais comment on y accède à la F1 au juste? C'est justement là que ça se complique. Je vais pas forcément dire que c'est le sport le plus coûteux qui soit, pour la simple et bonne raison que je suis pas tous les sports qui existent. Et il y a sûrement des budgets ailleurs que je connais pas. Mais quoi qu'il en soit, le budget des sports méca, il est salé, ça fait peur. Déjà, disons que le parcours type pour y accéder, c'est le suivant. T'essayes de te lancer dans le karting dès le plus jeune âge, si possible, et t'essayes de gravir les différentes catégories et championnats. Ensuite, il y a 3 options qui s'offrent à toi. Soit t'es très bon et t'as une sacrée chance pour être repéré et pour poursuivre ta carrière en monoplace, soit t'es bourré de fric à ne plus savoir quoi en faire et tu payes. Malheureusement, c'est ça qui prend de plus en plus de place depuis plus de 10 ans. Ah, et la 3e option, c'est que t'es déjà rentré chez toi depuis longtemps parce que t'as plus d'oseille après une saison en karting seulement. Mais en tout cas, si quelqu'un parvient à accéder à la monoplace, il continue à gravir les paliers. Du moins, il essaie en Formule 4, puis Formule 3, Formule 2. À chaque échelon, évidemment, la voiture est plus rapide et violente jusqu'à la Formule 1, dans le meilleur des cas possibles. Mais une fois là-bas, c'est un grand jeu politique qui commence aussi. Il y a très peu de place, seulement 22 cette année, avec le rajout d'une 11e écurie. Et toutes les voitures ne se valent pas. La Mercedes et la Red Bull sont par exemple bien plus rapides que la Haas, qui n'est pas un constructeur et qui a beaucoup moins de budget, quand bien même depuis quelques années ils sont plafonnés. Après on a quand même des écuries ultra riches mais qui arrivent tout de même à décevoir année après année. Comme, voilà, je vais pas vous faire un dessin, vous savez très bien de qui on parle. Bon voilà, c'était le parcours type pour y accéder grosso modo, sans compter les éventuelles écoles de pilotage qui sont rares et pas données non plus. Et puis, j'ai oublié de vous donner les gammes de prix. Pour commencer avec le karting, en soi, le prix du kart en lui-même, c'est pas très cher. Mais à côté de ça, il faut payer sa licence pour rouler, les pneus, l'essence, la remorque pour le transporter, un box éventuellement, un casque, la combi, des pièces de rechange, la révision. Bref, on peut vite atteindre une dizaine de milliers d'euros avec le minimum. Mais pour faire une saison au très haut niveau, le budget peut dépasser les 200 000 euros. Puis on passe à 500 ou 600 000 en F4, puis 1,5 million en F3, et enfin 2 millions pour la F2. Alors bien sûr, les prix que je vous donne ne sont que des estimations globales, et ils dépendent de plein de paramètres, comme le matériel acheté, le temps de roulage, qui va donner les fonds, est-ce que c'est le pilote qui paye de sa poche, un manager, un sponsor, l'écurie va-t-elle tout prendre en charge? Bref, il y a beaucoup de variables, mais dans tous les cas, ça coûte un bras, voire 2. On arrive maintenant à un point qui me fait souvent sourire. Est-ce que la F1, c'est vraiment un sport? Après tout, c'est juste des mecs avec des pédales et un volant, et il n'y a même plus de boîte méca, alors ça doit pas être si dur. Ah, si seulement vous saviez. Le commun des mortels peut-il conduire une Formule 1? Oui, assurément, à condition de savoir la démarrer pour commencer, parce que c'est très compliqué. Mais c'est après que les choses se corsent vraiment. Piloter une F1, c'est pas comme conduire sa Clio ou sa Polo du quotidien. On parle ici d'une monoplace qui pèse 768 kg et qui produit près de 1000 chevaux, ce qui nous donne un rapport poids-puissance colossal. Donc non seulement on parle d'une machine ultra rapide, capable de passer les grandes courbes à fond à près de 300 km/h, mais vous pouvez aussi oublier toutes les aides à la conduite, cela va sans dire. Adieu les 4 roues motrices, pas d'anti-patinage, une direction assistée certes, mais qui n'a rien à voir avec celle de nos voitures de route. Mais le plus violent, ce sont les forces G que produisent ces machines. La force G, c'est la pression que subit le corps du pilote lorsqu'il accélère ou manœuvre. Sur un tour normal, celle-ci peut dépasser les 5 G dans certains virages rapides en appui. Cela veut dire que le pilote ressent 5 fois le poids de son corps, et lors des crashs, ce chiffre est démultiplié et dans certains cas, le coureur reçoit plusieurs dizaines, voire centaines de G lors de l'impact. Romain Grosjean s'est par exemple pris plus de 50 G lors de son terrible crash à Bahreïn en 2020, et il pesait ainsi l'équivalent de 3,7 tonnes au moment de l'impact, soit le poids d'un éléphant d'Asie. Mais il est très loin du Britannique David Purley qui a subi un crash évalué à 179 G lors de la pré-qualif du Grand Prix de Grande-Bretagne en 1977. Pour encaisser toute cette force, les pilotes s'entraînent durement, notamment au niveau des bras et du cou. Dans le cas contraire, vous pouvez voir ce que provoquent les forces G à une personne lambda lors d'un simple freinage. Les pilotes ont donc besoin de préparation, mais aussi de beaucoup d'endurance, car être positionné de manière semi-allongée derrière son volant pendant près de 2 heures, ça n'a rien d'agréable, d'autant plus que le cockpit chauffe parfois à plus de 50 degrés. Après tant d'efforts, le pilote perd généralement 2 à 3 kg après un Grand Prix, et cela peut monter jusqu'à 5 kg lors d'une course très chaude et humide, comme à Singapour ou en Malaisie, lorsque celui-ci était encore au calendrier. Is that real sweat? It's real sweat. I'm a high performance athlete.
athletes sweat. Sweat, baby. Ki. Sweat, sweat. Cependant, les conditions dans lesquelles les pilotes de F1 courent aujourd'hui sont bien meilleures qu'il y a 40 ou 50 ans. Cela est dû à une meilleure préparation, certes, mais aussi à la sécurité des voitures et des circuits qui a nettement progressé. Le grand Niki Lauda disait à son époque, donc dans les années 70 ou 80, que 2 pilotes mouraient chaque saison. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, et depuis 1994, la F1 n'a plus connu d'accident mortel, si ce n'est le drame du Grand Prix du Japon 2014, où le destin, mais surtout une combinaison de mauvais facteurs, ont entraîné le décès du regretté Jules Bianchi. Ce triste événement nous rappelle que le risque zéro n'existe pas, mais depuis, la sécurité n'a cessé de se renforcer. Les F1 sont plus solides que jamais et subissent des crash tests avant chaque saison. Les pneus sont attachés à plusieurs bras de suspension pour éviter qu'ils ne se détachent, la protection du cockpit a été renforcée, le nez des voitures allongé et abaissé pour éviter les tonneaux en cas de contact, le réservoir est renforcé et équipé d'un système anti-explosion, il y a des extincteurs embarqués, mais surtout depuis 2018, le pilote est équipé d'un halo au-dessus de sa tête. Alors, c'est pas très esthétique, et il ressemble littéralement à une tongue. Et c'est pas dingue en termes de vision, mais il a prouvé sa valeur au fil du temps, et a évité de nombreux accidents potentiellement graves. Et puis, les pilotes sont équipés de combinaisons inifugées, de capteurs pour mesurer leur rythme cardiaque, et ont un casque plus sécuritaire que jamais. Et oui, le port du casque, c'est très important, ça permet d'éviter de se prendre des rafales de vent et de ressembler à ça, mais ça protège aussi contre les projectiles. J'ai rien senti. Et oui, si auparavant les pilotes roulaient avec des variantes de lunettes de plongée, littéralement c'est ça, je suis désolé, et un semblant de casque juste pour faire genre, aujourd'hui ces derniers offrent une vraie protection, même si ce fou de Mark Webber s'en est débarrassé après l'arrivée de son dernier Grand Prix au Brésil en 2013. En tout cas de nos jours, les casques sont intégralement fermés, et la visière a vu sa taille se réduire pour protéger au mieux le front du pilote. Ils sont en fibre de carbone, donc très résistants, subissent de nombreux crash tests et résistent à un feu de 800 degrés. De plus, les coureurs sont équipés d'un système HANTS attaché au casque depuis 2003 et qui protège le cou pour éviter le coup du lapin. La F1 est en tout cas un sport fascinant qui a fait connaître certains des plus grands athlètes de l'histoire et qui regorge d'histoires folles, de performances mémorables, de scandales ou de moments tragiques. Mais au-delà du pilotage, c'est une vitrine incontournable pour les ingénieurs et les mécaniciens qui ont fait progresser le monde de l'automobile dans son ensemble. Sur cette chaîne, je vous ferai découvrir l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont construit ce sport et qui ont fait sa renommée. On se plongera au cœur des grands prix et des saisons d'hier, tout en gardant un œil sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les bases à connaître sur la Formule 1, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un pilote très populaire venu de la lointaine Australie. D'ici là, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao!